compétences du 21e siècle au service de l'enseignement et de la pédagogie. Vous avez tous eu le programme, donc on aura une série de conférences et une série de thématiques à aborder sur ces 4 jours. Voici donc la session 1 et j'invite le professeur Dahman Larjan, Tariq Matnani, Fatah Ad-Din Kazim et Houssine Boukabous à venir nous rejoindre. Professeur Dahman Larjan est conseiller et concepteur en pédagogie universitaire et sciences de la santé. Il est diplômé de l'Université de Montréal au Canada et responsable de Pédamed. Tariq Matnani est entrepreneur et cofondateur de Emploitique.com, cabinet e-talent, talenteo.com et novojob.com. Fatah Ad-Din Kazim est consultant formateur en entrepreneuriat et transformation digitale. Et enfin, Houssine Boukabous est directeur et fondateur de Formacorp, facilitateur certifié CEFE international. Très bien. Houssine Boukabous, nous l'attendons. Il était au niveau de son stand et il va nous rejoindre de suite. Parfait. Le temps que Houssine Boukabous s'installe, quelques questions qu'on va poser dans un premier temps à notre panel et puis bien sûr, si vous avez des questions au niveau de l'assistance, marhaba. Alors, l'intégration des compétences pédagogiques est, messieurs, aujourd'hui une véritable question centrale. Pour commencer, j'aimerais faire un rapide tour de table pour connaître un peu vos considérations respectives sur cette thématique centrale qui est donc l'intégration des compétences du 21e siècle au service de l'enseignement et de la pédagogie. Allez-y, messieurs, qui souhaitent intervenir en premier? Professeur Larjan, puisque vous venez de si loin. Salam alaikum, Zulf Laoun. C'est une question très pertinente concernant la compétence pédagogique. En fait, pour faire de nos universités, de nos facultés, de nos départements et de toute institution de formation, des formations crédibles et innovantes, un point qui a été soulevé maintenant, celui de l'absence ou un point qui a été oublié, la compétence pédagogique. En fait, c'est par la compétence pédagogique que les universités et les centres de formation construisent, élaborent et transmettent les connaissances. La pédagogie est à la base de la construction des savoirs. En dernier mot, enseigner n'est pas aussi simple qu'on le prétend. C'est une activité complexe. Et pour cela, il faut doter les enseignants d'une double expertise de compétences, autant pédagogiques que disciplinaires. Un dernier mot, selon Herbert Kohl, personne ne commence par bien enseigner. Enseigner à l'université, ça s'apprend. Très bien. Tariq Matnani. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais plutôt parler du côté professionnel. Ces compétences-là, on parle de compétences en fait, il y a 2 types de compétences, les compétences comportementales et les compétences métiers. On est en train d'assister actuellement avec l'arrivée de l'artificielle intelligence, de l'intelligence artificielle, et on parle de digitalisation. On est en train d'assister à une évolution majeure des métiers, de la forme du travail. Et tout ça doit s'accompagner par l'intégration de ces compétences-là. On parle en premier lieu, si on parle pas de compétences métiers, mais de compétences comportementales. Il s'agit de la pensée critique, de la communication, de la collaboration et de l'innovation. Ces aspects-là deviennent de plus en plus importants, bien sûr accompagnés d'aspects métiers. Voilà pour moi. Très bien. C'est un premier tour de table et puis nous aborderons d'autres aspects. Fatah Ad-Din Kazim. Très bien. Salam alaikum, sabah al-khair alaikum. Merci pour l'invitation déjà. Si on parle de l'avènement de nouvelles technologies dans l'enseignement et dans l'apprentissage, ça veut dire le paradigme de l'enseignement déjà doit changer. Ça veut dire, des fois, il faut faire un constat, comme il a dit, cher professeur. Déjà, enseigner en présentiel, c'est déjà, ça s'apprend. Maintenant, avec l'intégration des nouvelles technologies, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, l'enseignant, il est coupé en deux. Il est dans le process métier de sa formation elle-même, ce qu'il va transmettre comme information ou comme connaissance, comme compétence, mais avec l'utilisation et la maîtrise des nouvelles technologies. Ça veut dire, ce genre de paradigme, on change entre l'enseignant, il devient un tuteur, et l'étudiant devient
un apprenant. C'est ça. Ça veut dire, et tout le cursus derrière le système éducatif doit changer. Pas il va changer, mais il doit changer. Comment il doit changer? Ça veut dire comment déjà attirer un apprenant derrière un écran pour qu'il puisse vous suivre, pour que vous puissiez l'évaluer. Le dilemme, il est là. Et tout doit changer tout autour du système éducatif autant que résultat. Mais il y a aussi les pratiques pédagogiques et de l'apprentissage qui vont avec. Et je pense que c'est toujours en amont. Voilà. Très bien. Hossein Boukabous. Bonjour, sabah al-khair alaikum. Enfin, après toutes ces définitions, comme tout le monde le sait, enseigner, la former, il faut peut-être deux éléments. L'aspect technique, la discipline, si je suis dans les finances ou dans la chimie ou dans la science. Et il faut l'aspect pédagogique. Donc, on ne peut pas enseigner si on n'a pas les deux éléments. Et moi, j'ai toujours dit que l'apprenant d'orque, enfin depuis toujours, mais puisqu'on commence à parler de nouvelles technologies, l'apprenant d'orque n'a pas besoin qu'on lui donne la définition. Il a besoin, parce que tout le monde est super connecté dans une classe. Si je m'amuse à reprendre juste la définition, à philosopher sur la définition, je perds la moitié de l'assistance. L'apprenant a besoin beaucoup plus qu'est-ce que je dois faire avec cette définition sur le terrain. Et d'où la nécessité d'outils pédagogiques. Et avec toutes les nouvelles technologies, on est obligé, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, le terrain va être dépassé. Donc, comment intégrer, comment créer ce centre d'intérêt? Ça, c'est propre à la pédagogie, c'est pas propre aux nouvelles technologies. Mais avec l'avènement des nouvelles technologies, comment s'adapter quand on sait que, et les spécialistes peuvent le confirmer, que dans quelques temps, certains métiers vont disparaître. Donc, comment faire pour toujours accrocher, transmettre et attirer l'attention et créer ce centre d'intérêt? Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir vers ces détails. Tout à fait. Alors, le développement des compétences et de l'enseignement grâce au TIC. Voilà aussi un aspect extrêmement important lorsqu'on parle de notre thématique centrale du jour. Vos expériences respectives dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus exactement? Allez-y, intervention aléatoire. Ok. J'en fais de la formation en ligne avec la faculté de médecine de Montréal depuis 2006. Et je me suis libéré à partir de 2012. Je fais mon propre compte. L'outil informatique ou l'outil technologique est un outil extraordinaire, à condition de bien l'exploiter dans un contexte ou dans un axe technique, dans un axe pédagogique ou technopédagogique. C'est extraordinaire. Il faut les exploiter. J'en exploite depuis assez longtemps, mais pour développer la compétence pédagogique, non. La compétence pédagogique, ça se développe grâce à des formations. L'outil technologique est un extraordinaire outil de diffusion, d'incrustation, d'intégration de la compétence pédagogique dans les universités, dans les centres de formation et tout. En quelque sorte, ils sont très, très complémentaires. Très bien. Je vais reprendre tout à l'heure en aparté, il préfère qu'on l'appelle Khoya Dahman, donc comme il vient de dire Khoya Dahman, la technologie c'est bien, c'est un outil, mais rien ne remplacera cette pédagogie. Alors peut-être l'erreur, et on reviendra j'imagine sur ça tout à l'heure, c'est de ne pas utiliser cet outil juste pour la diffusion, alors que je peux utiliser les meilleurs outils en ligne, mais je manque de pédagogie, je manque de formation de formateurs, j'ai pas cette capacité de transmettre, ça marche pas. Malheureusement, on constate sur le terrain que c'est vrai que formation en ligne, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que c'est juste, j'ai en face de moi une vidéo. Toute la technologie est intéressante. Maintenant, comment utiliser cette technologie pour encore développer? Mais rien ne remplacera cette formation de formateurs, cette formation en pédagogie, l'art de transmettre, etc., quel que soit l'outil. Mais ça aide, c'est indispensable et ça facilite. Donc moi, je pense qu'on a besoin, ces formateurs ont besoin aussi d'autres compétences pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle technologie pour que au service de la pédagogie. Voilà. D'accord. J'ajouterais juste faire un petit peu la différence du concept lui-même. Ça veut dire, si on est dans l'enseignement, c'est carrément du palier de l'université et vers le bas. Tout le cursus scolaire et universitaire.
Ça, c'est la pédagogie. On a cet appui des nouvelles technologies dans l'enseignement en ligne. Autrefois, on disait l'enseignement à distance, mais l'avènement de Web 2.0, 3.0, la notion de la distance a disparu. Et on prend cette formation en ligne comme étant un support sur le présentiel. Ça veut dire on est toujours dans une approche de formation hybride. Mais par contre, dans la formation professionnelle, c'est toute une autre paire de manches. On ne peut se permettre une formation à 100% en ligne. Ça reste toujours un avis. Hein. La formation en ligne à 100% pour des adultes ou des professionnels du métier des entreprises, c'est un peu difficile. Ça aide parce que elle va aller vers la réduction des coûts, la disponibilité aussi du personnel administratif ou des cadres de l'entreprise elle-même. Mais d'une façon globale, les approches sont différentes entre la pédagogie et la formation en adulte, ce qu'on appelle l'andragogie. D'une manière, c'est une autre approche très différente. On peut utiliser aussi les nouvelles technologies, mais il faut acquérir ces compétences. Très bien. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, ça fait une année quasiment depuis l'annonce en grande pompe de ChatGPT. Ça a énormément bouleversé les choses, ça a énormément changé les choses. Aujourd'hui, l'apprentissage, l'enseignement risque de prendre un coup avec l'IA. Qu'en pensez-vous concrètement? Alors, l'IA n'existe pas depuis une année. Hein. L'IA existe maintenant, enfin le concept de l'IA existe maintenant il y a plus de 50 ans, je crois que c'était dans les années 50. Et on utilise tous la IA depuis des dizaines d'années dans nos téléphones et dans plein d'autres technologies. Ce qui s'est passé en une année, c'est qu'il y a eu la possibilité au grand public d'accéder à ces technologies-là. Ça, c'est la grande transformation. C'est un outil formidable qui, pour ceux qui ont utilisé maintenant ChatGPT ou d'autres solutions, c'est une solution qui permet de discuter de sujets, de tout type de sujets, d'interagir et d'approfondir vraiment n'importe quel type de sujet. Donc, ça va réellement avoir un impact sur l'enseignement. Ça peut avoir un impact très positif, mais le principe, encore une fois, avec les technologies, c'est qu'il faut savoir les utiliser. Pour savoir les utiliser, il faut se former, et bien sûr, il va falloir former les formateurs à ces outils-là pour utiliser le plein potentiel. D'accord. Juste, je dirais qu'il ne faut pas se centrer un petit peu, Léa, sur le ChatGPT, entre parenthèses, parce que ChatGPT aujourd'hui, c'est un outil qui va vous donner de l'information en masse. Et des fois, quand on est dans cette pédagogie, beaucoup d'informations tuent l'information. Par contre, si on utilise l'intelligence artificielle dans la pédagogie, on peut l'utiliser comme étant un outil d'évaluation. Ça peut se faire, développer des outils de l'intelligence artificielle à l'évaluation de l'individu, à développer un contenu personnalisé à de l'apprenant par rapport à son profil, parce que c'est un outil qui va vraiment vous profiler. Par exemple, on peut profiler un apprenant comme ça, je vais dire humainement, nous-mêmes, et ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais par contre, à l'intelligence artificielle, elle peut vous profiler individuellement vos apprenants. Et c'est là, ça va vous permettre de mettre en évidence un contenu spécialisé et spécifique à l'apprenant. Et l'intelligence artificielle a été déjà utilisée dans la remédiation des apprenants. Ça veut dire, s'il y a un manquement dans tout ce qui a été acquis au cours du cursus de la formation, l'intelligence artificielle, elle va vous donner des feedbacks très vite et rapide et vous donner même qu'est-ce qu'il faut là où il n'a pas vraiment saisi et qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre. Ça, je vois plus l'intelligence artificielle dans ce sens. Oui. Je crois que la question, si je vais la reformuler aussi, consiste le rôle de l'intelligence artificielle. L'impact de l'enseignement, de l'intelligence artificielle sur l'enseignement. L'enseignement, la pédagogie, etc. L'intelligence artificielle, elle a un impact partout. En ce qui concerne l'enseignement et la pédagogie, je commence par la pédagogie, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques. Un enseignant peut aller chercher de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour améliorer son enseignement dans un contexte d'information personnelle, d'auto-apprentissage ou de formation continue. Ça, c'est excellent.
il a un problématique dans la gestion de classe, il a un problème au niveau de la motivation de ses apprenants, il va chercher, ça va lui offrir un outil extraordinaire. Mais quand il apprend une nouvelle méthode, il se pose le problème éthique. Il va le tester sur les étudiants. Nouvelle méthode. Ça pose un problème éthique. D'où l'intérêt de la présence de conseillers pédagogiques au sein de chaque institution. Mais ça reste toujours un outil formidable pour renforcer les apprentissages dans un contexte de formation continue des enseignants. La deuxième partie, en ce qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire le contenu disciplinaire. Comme vous le savez, l'un des problèmes qui se posent dans nos facultés universités, c'est l'absentéisme. Déjà avec Google, on trouve tous les cours sous format PowerPoint. Avec l'intelligence artificielle, ça va être plus encore. Donc, là, ça pose un problème de plagiat, d'aller chercher un cours tout prix, les déficits des étudiants. Et les étudiants, ou les apprenants actuellement, ils ont aussi de l'intelligence artificielle. Et ça va développer l'absentéisme, et ils ont tout. Pourquoi ils viennent en classe? Le dernier point que vous avez soulevé, chers confrères, très intéressant en ce qui concerne l'évaluation des apprentissages. L'aspect que vous avez développé, très intéressant, mais j'ajoute un autre élément. L'évaluation devrait être formative, ce que vous avez décrit tout à l'heure, doit être au service des apprentissages et non pas un outil de contrôle ou de sanction. Ceci dit, l'un des outils d'évaluation le plus moderne maintenant, ils sont deux au fait, le portfolio, vous en avez parlé tout à l'heure pour la remédiation, mais aussi les travaux ou le projet intégrateur. Et c'est là que le projet intégrateur, les étudiants, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir connecter un projet et le donner comme modalité d'évaluation. Je reviens, plagiat. L'avenir va nous le dire. Très bien. Passez une Boukabous, il y a Oui, moi un aspect qui vous intéresse? Comme toute science, ça dépend de l'utilisation. Tous les formateurs, moi personnellement, j'adore enseigner, j'ai du mal à corriger les copies, à évaluer, etc. Vous imaginez si on utilise cet outil pour l'évaluation et des apprenants et des formateurs. Moi, j'aimerais bien aussi ma pédagogie soit évaluée à tout moment pour pouvoir améliorer, développer des choses. Donc, tout dépend de l'utilisation. Mais peut-être, attention, je ne suis pas le spécialiste en technologie, attention à la mauvaise utilisation. Déjà, le taux d'absentéisme de notre ami est élevé. Vous imaginez, Redouane, moi, je n'ai pas besoin, je peux tout avoir, même les évaluations, tout, je peux l'avoir sur mon ordi. Donc, comment utiliser? Cette technologie doit être au service de la pédagogie et de l'amélioration de la qualité, au lieu que ça soit un outil un peu de facilité, etc. Très bien. On ouvre le débat. D'abord, Tarek, il y a un aspect qui vous intéresse? Alors, je ne suis pas professionnel dans l'enseignement. Je vais plutôt parler on va parler de l'emploi et du recrutement. Vous l'avez bien dit, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit, c'est vous, c'est que tous les métiers sont touchés. Absolument tous les métiers. Les entreprises, quand elles vont devoir sélectionner des gens, si elles ont le choix entre des gens qui maîtrisent ces technologies-là, donc la IA, ou qui ne la maîtrisent pas, le choix va être clair. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, mais c'est pas, on peut pas se permettre de ne pas enseigner ça aux étudiants ou aux futures personnes qui vont rentrer sur le marché du travail? C'est pas un choix. Ça veut dire que les entreprises vont le faire et elles le font déjà. Donc, il y a cet aspect-là. Si on parle de plagiat, c'est des solutions à trouver, effectivement, c'est à vous, c'est vous les spécialistes vous allez avoir à trouver des solutions à ça, mais je pense pas que ça soit une option. Il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade du débat? Alors, on a parlé effectivement de l'IA pour l'enseignement, mais quid maintenant pour l'enseignant lui-même? C'est là aussi un autre aspect intéressant de notre débat. Comment voyez-vous les choses? En quoi cette IA va impacter la formation de l'enseignant, la formation du formateur? Comment il pourra utiliser à bon escient cette intelligence artificielle et ne pas avoir l'effet inverse? Je vais vous parler d'une expérience un peu que j'ai vécue dans cette période du Covid. Après le premier trimestre de 2020, l'université a fermé ses portes. Si je me rappelle la mémoire des dates, c'est le 12 mars, je crois. Il a eu une décision de fermer
des campus universitaires. C'était le 12 mars. Voilà, Ouais. vous confirmez. On a posé la question, les étudiants, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les enseignants, ils continuent à toucher leur salaire. C'est un travail payé, mais resté à la maison. On n'a pas d'outils, parce que, comme il a dit mon ami Hussein tout à l'heure, c'est la visioconférence. Mais l'enseignement en ligne, ça ne se résume pas en une visioconférence, c'est carrément des plateformes d'enseignement en ligne. Ça veut dire qu'il y a toute une panoplie d'outils derrière, d'évaluation, de suivi, des quiz, des évaluations, tout ça. En 2020, on n'avait pas ces outils. On n'avait rien. Il y avait quelques-uns comme ça qui développaient des plateformes en open source, pour ne pas citer autre chose. Le truc, c'est que l'enseignant n'était pas préparé à non seulement utiliser cette technologie, premièrement. Deuxièmement, il n'était pas préparé à prendre en charge un étudiant qui n'est pas en classe. Et j'ai vu, à titre d'anecdote, on faisait appel à des enseignants de venir en classe à l'université et d'être devant le laptop et de projeter son cours en data show et le diffuser en visioconférence. Ça veut dire que c'est toute une gymnastique derrière qui a duré presque tout au long du cursus 2020-2021. Après, le problème, sans parler du côté de sécurité et tout, parce que la plateforme n'est pas la vôtre, on peut citer par exemple, tout l'enseignement universitaire était avec Moodle. Moodle, c'est un truc, c'est une plateforme que vous pouvez personnaliser et vous mettez le contenu. La seule chose qui marchait à l'époque, c'est d'intégrer un contenu et on laisse l'étudiant se débrouiller avec. Et cela, en parallèle, on le faisait bien avant avec des emails. On envoyait des fichiers PDF, des cours PDF, un contenu pédagogique par mail. Ça veut dire, je m'excuse d'expression, on n'était pas sorti de l'auberge. Alors aujourd'hui, l'enseignement en ligne, c'est pour ça que j'ai parlé d'un paradigme qui doit changer. L'apprenant, notre souci, c'est en présentiel, il a soulevé, chers collègues, il a de l'absentéisme. Imaginez derrière un écran. J'ai des étudiants, des fois, ils allument, ils se connectent et ils regardent la télé après. Mais des fois, il y a des évaluations. Des fois, j'affiche la liste de mes étudiants et j'interpelle au hasard et aléatoire quelqu'un. S'il ne répond pas, pour moi, il n'est pas devant son PC, par exemple. Mais toute autre chose, on a appris dans le tas. Mais ma propre expérience, j'étais formé par l'enseignement supérieur en 2011 sur un programme de PJS qui durait 18 mois. On appelait ça, c'était avec l'UNS de Cuba et l'Université de Strasbourg. C'était le programme EDA. Et on appelait ça l'Internet pour les développements de l'enseignement en Algérie. C'était des TOT, c'était des formations de formateurs. Le seul obstacle qu'on avait, on ne pouvait pas former les enseignants. Parce que pour eux, ils étaient déjà formés pour enseigner. D'accord. C'était parmi les contraintes. Vous avez Absolument. Vous avez expériences similaires. Chers collègues, vous avez soulevé des points très très pertinents en ce qui concerne la formation en ligne. En fait, vous avez raison, on a été pris de court, hein. Comme tout le monde et dans tous les domaines. La formation en ligne, ça ne consiste pas à mettre une plateforme ou de toute autre plateforme parce qu'on le faisait déjà par email, on envoie des PDF, on envoie des PowerPoint et que les plateformes sont devenues des web dépôts. Ils déposent tellement, excusez-moi les termes, que ça devient web poubelle. Ils déposent. Il faut que déposer, puis l'étudiant se débrouille tout seul. C'est de l'auto-formation ou de l'auto-apprentissage. La formation en ligne, ce qui vous manquait dans le temps, c'est vrai qu'on était près de cours. Ce qui nous manquait, c'est le côté pédagogique, le côté techno-pédagogique. Plus exactement, le design pédagogique pour capter, motiver, comment évaluer en ligne, comment développer la réflexion. Parce qu'il ne suffit pas de convaincre l'étudiant, parce que les ressources sont disponibles. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Il faut donner à l'étudiant de réfléchir. Et que l'évaluation doit être réflexive, beaucoup plus. Maintenant, il y a le transfert des apprentissages. Il y a même l'évaluation de la formation et de l'enseignant lui-même. C'est tout un design pédagogique. Justement, je complète ce que vous venez de dire. Dahman Larjan, pour votre programme Pedamed, précisément, il était lancé avant le Covid.
C'était une formation en ligne. Pendant le Covid, vous n'aviez pas encore le choix, donc vous avez accentué. Quel a été le changement, l'acceptation de ce type de formation de la part de vos clients, de la part de tous vos prospects? Question très, très pertinente. Moi, j'en fais depuis 2006, mais je me suis lancé en pédagogie médicale depuis 2012, puis depuis 2014, parce qu'il y a une convention entre l'université et moi-même pendant les 4 ans, les 2 ans, et que tout ce que je produis devrait appartenir à l'université. Droit de réserve. Donc, depuis 2014, je me suis lancé dans ce sens. Ça n'a pas été facile au début. On commet des erreurs. Et on apprend sur ces erreurs aussi. Donc, c'est surtout le développement des Zoom, Go Meeting, Skype depuis le temps. C'est ça ce qui est révolutionnaire. Ce qui se passe pour moi, c'est une formation hybride, totalement en ligne, y compris les diplômes, y compris les paiements. En ce qui me concerne, l'un des points importants qui a transformé les formations en ligne, beaucoup de choses. Parmi eux, l'accréditation. Les gens, l'accréditation. On te demande, ta formation, elle est reconnue par qui? Est-ce qu'elle est connue? Qui me dit que ta formation est en qualité? Et c'est là où le design pédagogique rentre en jeu. Le deuxième point qui m'a beaucoup aidé, c'est Zoom. Et la trans, je suis devenu une université à partir de chez moi, au service de la société et au service de l'Algérie. Et croyez-moi, c'est de la qualité et la barrière est haut placée. Et les Algériens et les Algériennes, et je ne le dis pas pour le plaisir, sont dotés de capacités d'apprentissage extraordinaires, à 2 conditions. Il ne faut pas les juger. Il est là pour apprendre. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas que tu lui fais telle réflexion. 2, pédagogiquement parlant, il faut être sérieux avec eux en leur fournissant des formations de qualité, des apprentissages en profondeur avec un design selon les normes en vigueur. J'ajoute un dernier point qui m'a totalement transformé. Les certificats qu'on fournit à la fin de la formation de 1 mois pour un item de la pédagogie médicale, on le fournit, nos formations sont reconnues par Sophie du Canada, on n'arrive pas à les faire accréditer ici, et ben on le fournit ici format papier. J'ai un bureau, ils viennent pour récupérer le papier. Grâce au Covid, ce qui a transformé, c'est que ça y est, tout est numérisé, y compris le diplôme, format PDF qu'il fallait protéger aussi. Je vous remercie. Oui, Fethadine Kazim. Et il a attiré l'attention sur tout ce qui est accréditation et tout. On a parlé des plateformes d'enseignement en ligne qu'on utilisait, mais on a oublié de dire à l'enseignant une chose. C'est que le contenu que vous déposez doit être propriétaire. C'est le vôtre. Et ce n'était pas vraiment le cas de tout le monde. C'est une question, c'est une autre paire de manches, parce que pour donner un cours PDF et mettre votre nom en bas de page, le contenu doit vous appartenir. Droit d'auteur. Et qu'on n'a pas vraiment considéré dans l'état de crise. Hein. Tout à fait. Hossein Boukabous, il y a un aspect sur lequel... C'est bon, parce que tout a été dit, enfin l'essentiel, parce que c'est ça au fait. Est-ce que ce que je rajoute en ligne, qu'est-ce qui me distingue par rapport aux autres? Si c'est faire aller copier un PDF, là, aller mettre des diapos et les mettre, est-ce que c'est ça la formation? Donc, faire très attention à cet aspect réglementaire qui doit être protégé. L'accréditation est très importante. Alors, comment promouvoir maintenant les compétences pédagogiques, justement, pour enseigner en ligne? Tahman Larjan, vous qui êtes depuis des années dans ce domaine. Alors, il y a une solution, l'unique, univoque solution, comme le dit si bien Elbe. Personne ne... c'est pas ça, ça c'est Herbert Kohl. Enseigner et apprendre sont des activités interchangeables. On ne peut enseigner sans apprendre et on ne peut apprendre sans enseigner. Donc la solution, c'est formation, formation, formation. Et aussi ce qu'il faut associer à ça, c'est le soutien et l'accompagnement pédagogique. Il ne suffit pas de le former, de lui donner du contenu, des connaissances ou un savoir. Il faut l'accompagner par une évaluation, par des réflexions, par un portfolio, les compétences qu'il a développées. Et l'évaluation, elle joue un rôle très, très, très important. Ceci dit, la formation des formateurs sur le plan pédagogique également
sur le plan technopédagogique et qu'il fallait mettre en place un référentiel des compétences en enseignement. Quelles sont les compétences que devrait acquérir un enseignant? Très bien. On terminera avec éventuellement la question du financement, sauf s'il y a des questions dans le public. Oui, vous avez une question? S'il vous plaît, vous pouvez vous lever, comme ça vous verrez l'hôtesse, et je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Hlassa Oussama, je suis cofondateur de la plateforme Doroscom, qui est numéro 1 sur la digitalisation des cours de soutien scolaire. Tout d'abord, je vous félicite pour ce beau panel et vos brillantes interventions. Ma question, elle est, comme je suis soucieux de deux choses, la technologie, le hardware, le software de cette plateforme, la robustesse, et en contrepartie, la qualité des enseignants, et dans la qualité, il y a le chapeau, la casquette, qui est la compétence du métier, et puis la pédagogie. Et c'est là où j'aimerais bien vous poser ma question. Est-ce la pédagogie, comment vous la voyez ici en Algérie, dans un contexte algérien, et à quel degré faut-il intégrer, je dirais, la mentalité algérienne, le vécu algérien, comme c'est un sujet primordial pour moi. Vous remercions par avance. Dans la pédagogie, il n'y a pas de mentalité algérienne, en fait. Faut-il l'intégrer, à quel degré? Parce que j'arrive. Voilà. C'est pas une critique, mais c'est juste une intro. Oh. D'accord. C'est dans le sens où, dans la formation, quand on parle de certification, d'accréditation, c'est un alignement à l'échelle internationale. Il n'y a pas de mentalité derrière. Maintenant, du coup, c'est universel, un petit peu. Ça doit être universel. Ça doit être, justement. Est-ce que, donc, en Algérie, on a notre propre approche pédagogique? Nous, l'approche pédagogique du ministère de l'Éducation, elle est comment? C'est quoi son approche? Est-ce que vous la savez, vous la connaissez? Je n'arrive pas à la saisir, en fait. C'est pas, ça veut dire il y a une approche derrière. Maintenant, si elle est appliquée ou non, c'est une autre paire de manches. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle d'accréditation ou de la pédagogie elle-même, je peux maîtriser une matière, du management. Je parle du management tout court, hein, management général. Maintenant, si je le maîtrise autant que manager, c'est une chose. Mais est-ce que je peux le transmettre comme savoir-faire, comme compétence, et j'ai cette compétence pédagogique de transmettre cette compétence, c'est une autre paire de manches. L'enseignant académique, il est là pour un transfert d'informations, d'un maximum d'informations pour que l'étudiant après va piocher derrière. Par contre, le formateur, quand je vous forme dans une spécialité, on parle par exemple du management responsable, en 3 jours, en 4 jours, est-ce que vous avez un output, un objectif atteint ou non? Est-ce que j'ai pu transmettre cette information ou cette compétence? C'est pas l'information que je vais donner. Il l'a bien dit. Vous trouvez n'importe quelle plateforme en ligne gratuite avec des millions de contenus. Maintenant, je m'excuse de le dire entre parenthèses, je connais Fahem pour l'appliquer sur le terrain. Ça, c'est le travail de la pédagogie derrière, je pense. La parole? Bien sûr. C'est très pertinent ce que vous venez de dire, chers collègues. En fait, quand j'ai démarré en 2012, j'ai fait une formation en gestion de projet. Et le mesure du risque, le calcul du risque de tel projet. Il y avait 3 risques. Risque financier, ça c'est à ma charge. Il y avait deux autres risques. Le risque absence de culture en 2012 de formation en pédagogie. Il n'y avait pas de culture. Il y a le risque d'absence de formation en ligne, selon les normes en vigueur. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, un verbe que j'aime beaucoup qui s'appelle semer. Semer est un verbe très important pour moi parce qu'il a du sens et de la signification. Comme disait un proverbe turc, pour récolter beaucoup, il faut semer beaucoup. Mais je me suis rendu compte au cours de 14 ans, 16 ans de formation, l'élément le plus important, en plus de la pédagogie, de la technopédagogie, du contenu disciplinaire qui devrait être à jour, c'est l'engagement et la motivation de l'étudiant. Vous avez soulevé le point tout à l'heure, il peut être devant un écran. En classe, déjà, il n'est pas concentré. Devant un écran, il n'est même pas absent, il n'est même pas présent. Donc, ceci dit, 2 éléments qui est l'engagement et la motivation de l'étudiant, que ce sont 2 points pédagogiques encore.
l'enseignant est responsable de la motivation, de l'engagement de son apprenant. Ces deux éléments, faut-il encore les semer? Les semer. Je reviens au dernier mot. La culture pédagogique, il faut la semer. Ce n'est pas une question du degré d'intégration. Il faut semer la culture pédagogique dans toutes les institutions, dans tous les domaines, dans toutes les formations continues, formation initiale, formation supérieure. Et ça demande un effort et ça demande un courage et politique que les autorités ont pris en considération, je suis au courant. Il y a une bonne orientation pour le moment, mais aussi une condition sine qua non qu'il faut, on a trop développé disciplinaire, maintenant il faut développer le côté et technologique et pédagogique pour la formation des formateurs. Je vous remercie. Parfait. Oui, un petit mot, Bark, sur l'aspect pédagogie à l'algérienne et tout. Il est temps, Djeblarbi, pour nous tous, et je commence par dire une chose pour ne pas choquer, en gardant nos valeurs, nos principes et tout ce que vous voulez, il faut arriver à un moment donné, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle qui est un truc universel et essayer de s'accrocher à des choses qui ne sont pas... Donc il est temps de voir cette universalité, cette ouverture d'esprit, sinon un esprit, enfin... Les esprits sont comme des parachutes, ça ne fonctionne que quand c'est ouvert. Donc, en gardant nos principes, nos valeurs, c'est clair, mais ouvrons un peu les fenêtres en verre. On ne peut pas qu'à l'année, je suis avec la dernière technologie sur Terre, mais je suis algérien. Oui, je reste algérien, rien ne va bouger. Mais pédagogie algérienne, profitez bien. Voilà. Merci. Une dernière phrase, Bark, c'est toujours vous dans le même sillage. Je vais essayer de traduire, mais peut-être dans le complément d'objet. Dans le sens où il y a du travail à faire avec l'intelligence naturelle encore. D'accord? Pour passer à l'intelligence collective, d'accord? Après, on parlera de l'intelligence artificielle comme outil. En ce qui concerne l'absentéisme, j'en ai publié une contribution, je ne sais pas ce que Journal Liberté ou Journal Lointain, pour dire que l'absentéisme, la problématique des absentéismes est une question pédagogique, purement pédagogique. Mais le contexte, il est multidimensionnel. La formation des formateurs, la motivation, le contenu, la méthode, l'évaluation, l'activité d'apprentissage pour rendre le cours dynamique et interactif, bidirectionnel. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Parce que les cours ou le contenu reçu par l'étudiant est là. Moi, étant que médecin, il sort à côté de l'hôpital Mustapha chez, je ne sais pas comment il s'appelle, il a le cours, il a le polycope. Pourquoi il va assister à un cours? Mais si le formateur est bien formé, je prends le cas de la médecine par exemple, le raisonnement clinique à la base du fondement de la pratique médicale, tu ne le trouves pas chez le photocopieur à côté. Et tu ne le trouves pas si ce n'est pas l'enseignant qui le développe. La réflexion profonde, la même chose chez l'enseignant. Il ne suffit pas de convaincre, il suffit pas il suffit de donner à réfléchir. Ceci dit, il y a une part de la responsabilité de l'enseignant, de l'élève, du processus pédagogique, de la réglementation et aussi des parents. C'est multidimensionnel, l'absentéisme. Et l'article, il est disponible sur Internet. Juste pour dire à Karim, on est encore aussi plus fan que toi. Mais dans le sens où des fois, moi, en tant que formateur et enseignant, des fois, c'est pas l'absentéisme déjà qui m'intéresse. Hein. Déjà, le fait que l'étudiant s'ennuie chez moi, j'essaie de détecter cela. J'ai jamais enseigné assis. Ça, c'est maintenant. Le revers de la médaille, on a encore un taux très élevé des étudiants, ils frapent quand l'enseignant est absent. Là, je le pose, je rejoins. L'étudiant à l'université, il fera quand l'enseignant m'intéresse. Est-ce que vous pouvez voir la mentalité algérienne? Ah, elle est là. Vous voyez la mentalité algérienne, elle est là. Mais ailleurs, c'est un scandale si un enseignant ne se présente pas à l'amphithéâtre ou la classe sans préavis. Si vous, en tant que formateur, si vous n'arrivez pas à accrocher l'apprenant,
Parce qu'on a quand même des étudiants. Moi, pour faire cours, j'ai fait l'école de commerce. J'étais la deuxième promo, les Tarbet. Un prof de fiscalité. Moi, je vais devenir financier plus tard. Il dit قريني تاريخ الجباية pendant un semestre. Alors الجباية في العصر العثماني شوف قرينا كاع العصور sauf العصر اللي حنخدم فيه. On sait jamais تنسى. Donc هذا كيفاش تقعد عنده s'il y avait pas هذاك الوقت l'émargement لو كان ما تسنيش. تخيل y a pas de l'appel هذاك. La culture, باش ما نجينيراليزيوش ما جاش الشيخ. C'est une phrase magique, ça fait le bonheur de. Donc si on n'arrive pas à accrocher en classe, j'arrive pas à le retenir, je dois arrêter de former. Toute la pédagogie peut-être, elle est résumée à ça. Très bien. Pour moi, l'IA, il ne faut pas que se concentrer comme étant quelque chose de magique. On a parlé de la tricherie par rapport à l'intelligence artificielle. Même quand le téléphone mobile il est là, on trichait avec. On trichait au bac avec des oreillettes. Ça veut dire qu'il y a toujours le revers de la médaille d'une technologie. Mais ça reste, moi, je suis focalisé sur l'IA comme étant un outil. C'est pas lui qui va me résoudre mes problèmes. D'accord? L'identification des besoins, l'identification des problèmes, l'identification des opportunités, c'est l'homme avec un grand H. Le management, le premier cours, on le fait séparé de deux process. Process métier, process outil. Entre les deux, il y a les ressources humaines. Donc c'est une force supplétive RH, pédagogie. Ça reste un avis. C'est Mon exactement avis. ça. Oui, c'est. Ah oui, ça n'engage que moi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a une réaction. Tariq? Yani, si on se projette dans 10, 20, 30 ans, vous savez qu'on est en train de parler dans le cas d'intelligence artificielle généralisée, hein, donc plus intelligente que l'homme à horizon 2030. Ça veut dire que cette intelligence sera plus compétente que tous les humains sur tous les aspects. Bon, ça c'est l'avis de certains spécialistes, hein, bien sûr pas tous. Ce qui fait que on peut se poser la question, c'est finalement on va servir à quoi à ce niveau-là. Et peut-être que les compétences importantes à développer chez l'humain, c'est avant tout les compétences plutôt stratégiques, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin d'apprendre énormément de choses parce qu'on aura des outils pour ça. Donc c'est plutôt stratégique. C'est plutôt des compétences collaboratives. C'est plutôt les aspects, tout ce qui est en rapport avec l'empathie. Voilà, c'est des compétences complètement différentes qu'on peut imaginer si on imagine cet avenir-là. Après, sur la question, alors moi aussi je me pose cette question-là, c'est en fait comment on est capable de donner envie à ces jeunes ou à ces étudiants hein, de n'importe quel âge, comment on peut leur donner envie d'étudier, d'avoir envie d'apprendre. Et c'est peut-être en leur expliquant un petit peu comment va fonctionner ce monde-là et leur donner des perspectives. Pourquoi c'est important dans une économie de la connaissance de continuellement apprendre. Et ça, c'est une des compétences du XXIe siècle aussi, qui est apprendre à apprendre. Voilà, il y a un ensemble de problématiques là qui sont d'un autre ordre. Dahman Larjan. Je rebondis sur ce qu'il vient de dire, est très important. C'est la réflexion, apprendre sur sa façon d'apprendre, ou réfléchir sur sa façon de réfléchir. On appelle ça la métacognition. Je rebondis sur la première, puis je vous reviens. L'enseignement en Algérie, comme partout dans le monde, il n'y a pas que l'Algérie, hein, est basé sur la transmission des connaissances d'une manière unidirectionnelle. Et le prof, il parle, l'étudiant, il prend des notes. Pas plus que ça. Ce n'est pas bidirectionnel. Il n'y a pas d'interactivité. Il n'y a pas de dynamisme dans l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'activité d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'apprentissage découle de la participation. Il faut faire participer l'étudiant. Voilà. On ne fait pas beaucoup participer. L'autre point, par rapport à vous, c'est l'intelligence artificielle est-elle supplétive à la pédagogie? L'intelligence, au fond, comment je la définis? C'est l'adaptation à une nouvelle situation, l'adaptation à un nouvel contexte. Il va y avoir des solutions. L'intelligence artificielle, c'est pas un monstre. On finira pour le plagiat. On va faire l'intelligence artificielle pour le plagiat. Pour la pédagogie, l'intelligence, c'est une question de temps. Ils vont la développer. Une courte phrase, c'est que par rapport à, vous avez dit, on a cette crainte que l'intelligence artificielle remplace l'homme.
Ça veut dire, si elle doit remplacer l'homme, on est voué à la disparition. D'accord? Nous, le les dinosaures d'autrefois. D'accord? Ça, il y a des films des années 80 qui ont élucidé cela. Mais je reviens juste à la définition de l'intelligence. On nous a toujours, qui m'appelle Karim les mathématiques, on nous a toujours enseigné que le niveau de votre intelligence est le nombre de cellules grises que vous avez et qui sont vouées à une diminution. Des études récentes, ils ont démontré que l'intelligence est calculée au nombre de connexions neuronales que vous créez par rapport au taux d'activité que vous développez. Ça veut dire les fondements, ça veut dire tous les fondements vont changer. Ça veut dire, avant, j'étais plafonné avec un nombre de milliards de cellules grises. Naqsou, ça veut dire c'est bon. Maintenant, non. Des études, plus vous travaillez votre cerveau, d'accord, sinon il y a une page blanche. Je reviens toujours à la définition tout simplement. L'intelligence, c'est s'adapter à de nouveaux contextes, nouvelles problématiques, nouvelles situations. Avec le temps, les pédagogues, un point important, c'est que les formateurs, les enseignants, ils sont poussés à l'innovation. Il faut qu'ils innovent parce que l'IA, elle est là. Donc il faut innover, il faut aller au-delà de l'IA. Moi, je suis très d'accord pour cette conception. Pour aller dans votre sens, aujourd'hui, on arrive, nous, en écrivant un script correct, c'est-à-dire derrière, il y a des prompt engineers qui ont développé un certain nombre de paramètres. En faisant, pour un expert, je dis bien un formateur, quand il met un script correct, il peut lui développer le contenu vidéo, PowerPoint, PDF, et aussi le test d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de du retour des apprenants. C'est quand même extraordinaire. On prend ce cas-là, hein, on dit, donc, ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'il va y avoir une évolution majeure, une transformation à tous les métiers. Donc, on va pas disparaître, je pense pas. On va pas imaginer les scénarios à la Matrix ou un truc comme ça, mais l'impact sur les métiers, et donc les métiers à l'enseignement, il est clair que ça va avoir un impact important. Pour pouvoir s'adapter, c'est-à-dire un enseignant qui maîtrise maintenant des outils, l'IA fait partie de ces outils-là, sera capable d'être plus performant que d'autres enseignants. Donc, c'est une obligation. Ça veut dire qu'en termes d'évolution, et ça, c'est dans tous les métiers, ça veut dire qu'il faut apprendre. C'est des compétences en digitalisation, c'est des compétences qui sont plus stratégiques, en fait, plus dans le contrôle, parce que la production de contenu va être automatisée, facilitée par ces outils-là. Donc, ce que je disais, c'est, encore une fois, c'est continuer à apprendre continuellement. C'est-à-dire que ça évolue tellement rapidement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de apprendre à apprendre. On est je veux dire, la courbe d'évolution, pas d'évolution, de changement, elle est exponentielle ce siècle. Et a priori, ça va continuer à accélérer. Comment être capable de s'adapter à ça? Ça nous parle à nous, enfin notre génération et la génération de nos enfants. Donc il va falloir, si on parle de l'enseignement, donc c'est plutôt on va plutôt parler de la jeunesse, c'est leur montrer, ou en tout cas leur expliquer quelle va être l'évolution, et c'est une évolution qui se fait de plus en plus rapide, et les capacités dont ils vont avoir besoin pour pouvoir s'adapter et s'insérer dans ce monde-là, c'est apprendre à apprendre, comprendre qu'il faut développer des compétences d'adaptation, de résilience, et ainsi de suite. C'est pour ça que je parlais plus de soft skills. D'accord. Parfait. Débat très enrichissant. Tout dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'aspect financement de ces compétences. Eh oui, ça se paye, les bonnes compétences. Alors, quelles idées vous voulez véhiculer à travers ce panel sur cette question, la question du financement de ces compétences technologiques? Moi, je parlerais plutôt d'investissement. Mm-hmm. Encore une fois, je suis pas professionnel de l'enseignement, mais c'est quelle est notre stratégie? Et ça, c'est une stratégie plutôt quel est le plan directeur de l'Algérie? Dans quoi on veut se spécialiser? Quelles sont les choses qu'on veut faire? Et à partir de là, il y a des investissements à mettre en place qui vont donner leurs fruits dans 5-10 ans. C'est plutôt comme ça que je l'envisage. À titre comparatif, hein, les budgets. Le budget de l'enseignement en Algérie est à peu près de 6%, je crois. Il faut vérifier les chiffres. Si on prend les champions africains, l'Afrique du Sud, le budget de l'enseignement est à autour de 20%.
Voilà. Donc, il y a forcément des efforts en termes de formation, en termes d'infrastructure, en termes de... Enfin, il y a beaucoup de projets à faire qui demanderont beaucoup d'investissement. Mais si on veut atteindre un objectif, si on veut se positionner sur certains secteurs, hein, que ça soit je sais pas, les mathématiques, les sciences, la médecine par exemple aussi, tout ça va demander des investissements en termes de formation du formateur en premier lieu, en termes d'infrastructure, mais pour atteindre un objectif qui nous positionnera, qui nous permettra d'être plus compétitifs sur les marchés internationaux. Très bien. Investissement, financement, vous préférez quoi? On peut prendre le financement sur plusieurs angles, on va dire. Si on parle de l'enseignement supérieur à la période de Covid, certains enseignants disaient « je peux pas enseigner, j'ai pas de laptop, il faut l'université qu'elle me procure un ». Est-ce qu'elle a les moyens? Elle n'avait pas les moyens. On a 113 universités entre universités et écoles. Imaginez combien d'enseignants on a, combien de laptops que vous allez acheter. C'est un problème financier. Est-ce qu'on va développer notre propre plateforme? On l'a pas. On a utilisé des open source. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, pour l'entreprise. La plupart des entreprises vont vers cette formation par rapport aux 2% de la détaxe. Ça veut dire que c'est une raison d'envoyer quiconque ou juste pour justifier qu'il est dans cet aspect de formation. Par contre, si on parle pour l'entreprise sur le retour d'investissement, sur l'investissement en formation de son personnel, là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on n'a pas encore en Algérie des formules sur le retour d'investissement d'une formation. Et sans parler du vide juridique par rapport à l'appartenance du personnel. Si je forme, par exemple, moi, à l'échelle, par exemple, je dirais 30 000 € de formation de mon cadre. J'ai aucun aspect juridique, une force juridique de le garder. Quel que soit le contrat que je vais signer, il n'a aucune valeur juridique. Très bien. Dahman Arjan. Ils sont mieux placés que moi pour parler des finances. Ils sont dans un contexte assez favorable. Maintenant, je vais raconter ma petite histoire. Et ça date de 2012.
Et pourtant, ces projets sont d'utilité et publique et sociétale. Le financement est le bienvenu. Très bien. Hossein Boukabous, je terminerai avec vous. Moi, je pense que cette histoire de financement, il faut peut-être revenir et se poser d'autres questions. Déjà, pour commencer, l'intelligence artificielle ou toute technologie, on n'a pas à être pour et contre. Elle est là. Toutes les innovations, soit on accepte, soit on disparaîtra. Et là, on sera remplacé par tout ce qui va être scientifique. Déjà, Machi, c'est pas un choix. C'est bien pour faire init. Non. Pour cette histoire de financement, il faut que ça soit quand même posé en lieu. Donc, il faut que, qu'est-ce qu'on veut? Et quelle est notre stratégie d'utilisation de cette intelligence artificielle ou autre? Et qu'est-ce qu'on veut quelle est notre vision, quelle est notre politique de formation? À tous les niveaux, c'est les premiers, mais après le taht, chacun à son niveau, qu'est-ce qu'on veut faire de cette technologie, de ces innovations? Après le financement, écoutez, il faut avoir les moyens de sa politique. Si je veux arriver à un point X, qu'est-ce que je dois mettre pour arriver? Donc, comment on voit cette utilisation de cette technologie dans nos formations? Qu'est-ce qu'on veut faire à cela de la formation? Est-ce que on va apprendre ou la pour avoir un diplôme ou la juste parce que la etc. Et là, une politique de formation et d'où le financement. Quand on sait où on mettra le paquet. On va pas lésiner, c'est-à-dire qu'on va appliquer non, c'est pas comme ça. Après, cette histoire le financement public, il est mieux, c'est plus rapide, c'est plus... Mais qu'est-ce que... Oui, c'est-à-dire que... Moi, je me pose la question, parce qu'il faut les moyens de financement, mais les universités ont beaucoup de moyens. Mais c'est quoi le résultat, en fait? Moi, il y a une question, une petite parenthèse, j'espère que je vais Google, on coupe Internet le bac, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va couper? Donc, si on va financer toute cette technologie, soit on la finance, soit pas, qu'est-ce qu'on va mettre? Un objectif et une stratégie, une politique, et on avance. Maintenant, financer pour financer, on a vu plein de projets où l'État a dépensé des sommes très importantes. Le résultat, voilà, ça gonfle les statistiques. Oui, allez-y. Juste une phrase. On va conclure. Non, par rapport, il a dit une vision. On a parlé de l'intelligence artificielle. En Algérie, on vient d'investir dans une école d'excellence de l'intelligence artificielle. C'est sa 3e année, c'est GV. Ça veut dire dans 2 ans, il y aura une sortie de première promo. Ça veut dire, est-ce que maintenant, quand j'ai créé cette école, il y a le marché en face? D'ici 2 ans, où ils vont être? Les ingénieurs en intelligence artificielle, quelle que soit la spécialité dedans, c'est quoi le marché en face? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des preneurs? C'est ça. Si on voit déjà certains étudiants de l'ISI, par exemple l'école supérieure, ils partent dès la 4e, 5e année, c'est bon. Alors, l'école de l'intelligence artificielle sont déjà partis. Exact. Dahman Larjan? Moi, personnellement, je crois à la société civile. Je crois à la société civile dans le sens où le secteur privé, il est émergent. Je lui fais confiance. Pourquoi? C'est sa façon de faire, sa flexibilité, sa compétence à agir rapidement. Si on attend trop de financement, il n'y aura pas de financement. Donc, il faut agir. Je crois à la société civile et au privé. Parfait, merci beaucoup Dahman Larjan, Tariq Metnani, Fathaddin Kazim et Hossein Boukabous. Applaudissements pour ce tout premier panel d'EducTech, 2e édition ici à la SAFEX Expert-Maritime Alger. Et nous allons nous retrouver ici même sur scène tout au long de ces 4 jours avec tous les jours une thématique bien précise, des intervenants et bien sûr des démonstrations. Merci, très bon salon à toutes et à tous. C'était comme ça.